Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis très heureux d'accueillir Bérengère Lefort. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Bérengère, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Christophe, je suis très heureuse aussi de participer à ce podcast. Je suis coach professionnel et j'accompagne les entreprises sur la gestion des problèmes humains. Voilà, donc le cœur de mon sujet, c'est l'humain. C'est l'humain. L'épisode présent du podcast, j'avais reçu Anne-Lise. On avait parlé un peu du cadre de sécurité psychologique pour qu'une équipe puisse performer. Aujourd'hui, si c'était OK, j'aimerais aborder un thème, toujours comment on performe avec les équipes. Je voudrais aborder le thème de la reconnaissance. Est-ce que ce sujet te parle ? Oui, complètement. C'est un sujet qui est fondamental, évidemment, parce que c'est un sujet déjà qui touche aux origines de notre vie. La reconnaissance, tu sais, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est même un nourrisson qui ne reçoit pas de signe de reconnaissance, même physique, voilà, c'est un nourrisson qui ne va pas bien se développer. Ça, c'est carrément des études, en fait, qui ont été menées pour prouver que l'absence de signe de reconnaissance empêche le développement de l'humain. Donc, c'est un thème, évidemment, qui reste tout au long de notre vie bien présent. Et on peut même dire que si quelqu'un ne reçoit pas de signe de reconnaissance, sans parler du fait qu'il soit positif ou négatif, c'est une personne qui en sera affectée. Et finalement, on cherche tous à recevoir des signes de reconnaissance d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, dans une équipe, moi je suis Scrum Master d'une équipe de développement, de développeurs. Il y a plusieurs signes de reconnaissance. Ça peut aussi se faire par le feedback. Comment tu peux introduire la reconnaissance dans une routine d'une équipe ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Le feedback, c'est un outil majeur dans une équipe. Une équipe qui manque de feedback, c'est une équipe qui va rapidement appauvrir sa communication et donc sa relation. On est des êtres de relation, donc on a besoin effectivement d'échanger, de communiquer. Et pour répondre à ta question, il y a plusieurs manières de donner des signes de reconnaissance. Alors, je voudrais quand même juste faire une petite parenthèse peut-être sur la manière dont on peut donner les signes de reconnaissance et sur la nature de ces signes. Donc de manière générale, tu vois, nous, les êtres humains, on a reçu dans notre vie des signes de reconnaissance inconditionnels. Généralement, c'est dans la famille, avec l'amour parental, fraternel, la sororité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'inconditionnel. Là, il y a l'inconditionnel négatif, et puis il y a l'inconditionnel positif. Donc l'inconditionnel négatif, ça peut être par exemple « t'es nul ». Tu vois, donc une personne à qui on a beaucoup répété dans son enfance « t'es nul, t'es nul ». Effectivement, c'est une personne qui va avoir des problématiques pour se développer de manière positive, parce qu'on lui a mis de manière un peu inconditionnelle dans la tête que, voilà, c'était une personne nulle. Le signe de reconnaissance inconditionnelle positif, c'est par exemple « tu es génial ». Alors tu es génial, tu es super, ça se passe très bien. Ou je t'aime de manière inconditionnelle. Pourquoi je précise tout ça ? Parce que, avant de rentrer sur la fonction managériale, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons bien évidemment sur la base d'apports, déjà comme je te disais tout à l'heure, infantiles, mais aussi après dans notre vie d'adulte, on a besoin de cette reconnaissance. Lorsque la reconnaissance est inconditionnelle, on va pas générer forcément de la motivation, tu vois, on va générer de la sécurité affective, psychologique, mais on ne va pas générer de la motivation. Le signe de reconnaissance qui peut être, lui, conditionnel, qu'il soit positif ou négatif, va générer de la motivation. Je vais te donner un exemple.
Tiens, ce rapport sur lequel tu as travaillé, Christophe, est très intéressant. Je trouve que tu pourrais développer tels aspects, tels aspects. Donc là, on rentre dans un signe de reconnaissance, tu vois, qui n'est pas inconditionnel, qui n'est pas de l'ordre de l'être, mais qui est de l'ordre du faire, tu vois. Donc on est encore sur un autre domaine, qui est très important dans la vie de l'équipe en termes de motivation. Évidemment, on peut aussi donner des signes de reconnaissance qui sont conditionnels, donc relatifs à une situation ou à une action. Et à ce moment-là, on peut les donner, pardon, je précise de manière négative. Donner un signe de reconnaissance qui sera conditionnel et qui sera négatif, évidemment, c'est quelque chose que moi, en tant que coach, je déconseille parce que ça peut bloquer la motivation et ça peut générer quand même, dans les relations interpersonnelles, tu vois, certains blocages. Donc par exemple, si tu dis à un de tes salariés, lorsque tu es en situation de management, écoute, l'étude que tu as fournie est très incomplète, ça me va pas, etc. Bon, oui, parfois, évidemment, il faut du recadrage, mais le conditionnel, le signe de reconnaissance conditionnel négatif, c'est quand même aujourd'hui, dans le mode de management actuel, participatif, je le déconseille. Évidemment, moi je conseille toujours de tourner les choses en exprimant son besoin, ok? Derrière la reconnaissance, il y a un besoin. Donc, quand on est en situation de management, aller donner de la reconnaissance, c'est aussi, si en tout cas on a quelque chose qu'on veut modifier, développer, corriger, puisque évidemment, il y a des choses qui sont bien réalisées et d'autres qui sont moins bien réalisées. Donner de la reconnaissance à son équipe, c'est aussi dire, ok, là j'ai besoin que tu fasses ça autrement, j'ai besoin que tu développes cet aspect-là. Mais partir sur un signe de reconnaissance purement négatif, évidemment, je le déconseille, parce que c'est quelque chose qui va affecter quand même la performance, tu vois. Voilà, donc moi je suis évidemment de cette mouvance qui dit que on peut tourner quelque chose de manière positive, même si au départ il y a un gros manque. Alors là évidemment je mets de côté les situations, tu sais, qui sortent du cadre de l'éthique, où il va y avoir vraiment un problème lourd et où il va falloir aborder les choses sous un autre angle. Je suis pas dans une gestion de contentieux, je suis pas dans une sortie de cadre légal ou quoi. Là je te parle vraiment de la vie de l'équipe au quotidien, sur comment on peut faire vivre cette reconnaissance, encore une fois avec des signes conditionnels. Alors, ça n'empêche pas, finalement, pour revenir à la première partie de mon explication, tu sais, où je parlais de signes inconditionnels, ça n'empêche pas aussi de dire à une personne de son équipe, ah, écoute, t'es vraiment quelqu'un de super, j'aime beaucoup travailler avec toi. Je veux dire, s'il nous arrive de dire ça, pourquoi pas, c'est pas le sujet. Simplement, il y en a un qui va être moteur et l'autre qui va être plus, voilà, encore une fois, dans l'inconditionnel, dans l'être. Et donc, qui peut créer, encore une fois, aussi, on peut peut-être sortir parfois de la limite, tu vois, qu'on doit garder en tant que manager sur, ok, comment je me positionne en tant que manager? Est-ce que je suis prêt à rentrer dans une relation interpersonnelle qui sera peut-être plus forte et plus exposée au niveau aussi, je dirais, affectif, ce qui est évidemment une limite, à mon sens, à ne pas franchir, parce que voilà, on peut s'exposer assez fortement, alors que quand on reste sur quelque chose de conditionnel, de lié à une situation, donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, bah écoute, voilà, je trouve que le rapport est intéressant, tu devrais développer tel aspect, voilà. Il y a des choses à prendre en compte. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est très important à connaître pour donner de la reconnaissance, c'est évidemment les différences de personnalité. Donc finalement, tout ce que j'ai dit auparavant ne tient que si on connaît bien la personnalité de son équipe. C'est pour ça que je recommande quand même. Alors les tests de personnalité, c'est un bon outil par exemple, tu vois, pour savoir si on a une personne qui est plutôt introvertie, plutôt extravertie, une personne au contraire qui va plutôt marcher au factuel, qui va plutôt être dans l'aspect raisonnement, ou une personne justement qui va marcher au feeling et qui là aura peut-être besoin de signes de reconnaissance un peu inconditionnels. Écoute, oui, je trouve que oui, t'avances bien, mais au-delà de ça, oui, bien sûr, t'es un super collaborateur. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'entendre ça pour être nourries dans leur mode de fonctionnement. Et là, si tu veux, la connaissance de la personnalité, effectivement, est intimement liée au signe de reconnaissance parce que donner, par exemple, un signe de reconnaissance inconditionnel à une personne, alors je prends l'exemple du MBTI, qui est plus dans le T, dans le thinking, donc une personne, tu vois, qui est plus vraiment on va dire dans une construction pragmatique, qui a besoin d'être nourrie, mais de manière technique, raisonnée. Donc là, je te parle de quelqu'un qui ne marche pas trop au feeling, mais au contraire, qui est plutôt, voilà, dans le factuel. Cette personne-là, allez lui donner du feeling, allez lui donner du signe de reconnaissance sur un mode inconditionnel, sur un mode affectif, et on va dire en employant plutôt des adjectifs du type bah, c'est super, c'est génial ce que tu fais, bah, cette personne, en fait, ça peut même la bloquer. Parce que des personnes vont se dire, mais attends, mais on me prend pour un idiot, ou c'est quoi, on me cire les pompes. Moi, il m'est déjà arrivé de coacher des personnes qui m'ont dit, mais quand moi, mon manager me dit ça, en fait, je me sens pas respectée. Donc c'est effectivement l'écueil quand on est un manager, c'est que
souvent, on va employer son propre mode de communication. Pour donner de la reconnaissance, en fait, on va employer le mode de reconnaissance que nous, on aimerait recevoir. Ce qui est très humain. Donc moi, ce que j'invite, c'est vraiment une ouverture. Autour de la reconnaissance, c'est une ouverture réelle sur, OK, comment les personnes de mon équipe fonctionnent. Et bien évidemment, dans la plupart des cas, il y a 5 personnes dans l'équipe, il y a 5 profils différents. Donc il y a tout un tas de tests qui existent aujourd'hui, on parle de DISC, d'énéagramme, de MBTI, on peut aussi, moi j'aime beaucoup utiliser les drivers de l'analyse transactionnelle, soit parfait, soit fort, etc. Il y a plusieurs drivers qu'on peut creuser. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je trouve que le test de personnalité c'est un bon outil de base, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment comment la personnalité de chacun s'articule et comment je nourris la personne, tu vois, avec un signe de reconnaissance qui en fait peut être très variable. Voilà. Donc pour finir là-dessus, ce que j'explique au début du podcast, c'est vraiment la partie donc un peu théorique autour du signe de reconnaissance, conditionnel, inconditionnel. On a tous besoin de signes de reconnaissance parce que c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui nourrit aussi la performance. Donc c'est fondamental. Mais comme je te l'expliquais, certains signes vont plus se mettre en mouvement que d'autres. La reconnaissance inconditionnelle peut parfois stopper un peu la motivation. On se dit ok, c'est acquis. On a parlé de moi, de ce que je suis. C'est que c'est bon. Et donc on va peut-être parfois relâcher l'attention. Alors qu'un signe de reconnaissance qui est conditionné par une situation, et là je parle bien sûr du professionnel, mais c'est valable en fait dans notre vie, puisqu'on est des personnes globales, hein, on n'est pas un être humain dans l'entreprise et un autre être humain ailleurs. On a un mode de fonctionnement intrinsèque. Ben, tu vois, ce signe de reconnaissance qui est conditionnel, nécessairement, lui, va mettre plus en mouvement. Et enfin, adapter ça à la personnalité, c'est fondamental parce que, comme je te le disais, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et évidemment, il est unique. Nous sommes des personnes uniques. Nous sommes des êtres de relation, mais nous fonctionnons tous différemment. Donc il faut aller chercher l'autre dans sa singularité. Et on est aujourd'hui dans une période, dans une époque, finalement, où l'individu, si tu veux, exprime sa singularité. Il y a une dynamique d'émancipation très forte, hein, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Alors que pendant des centaines d'années, on a vécu dans un cadre, on existait par le cadre. Aujourd'hui, le manager, il gère ses individualités, mais il est là pour créer un collectif parce qu'on a besoin de collectif. Tu vois, donc il y a un antagonisme qu'on est en train de résorber, qu'on est en train de gérer. Pour moi, c'est aujourd'hui le gros challenge du manager, et notamment en termes de reconnaissance, c'est ça, en fait. Voilà. D'accord. Donc là, tu étais dans la posture du manager, un peu du one versus one, avec un individu, une personne de son équipe. Comment justement tu peux passer dans la reconnaissance d'une manière collective au niveau de l'équipe? Là, tu as abordé le sujet du manager avec quelqu'un de son équipe, avec une personne. Prenons maintenant l'exemple, on est dans une équipe. Comment je peux être reconnaissant vis-à-vis de l'équipe ou vis-à-vis d'un autre membre de l'équipe? Comment je peux lui exprimer ça? Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est un peu la même chose, simplement ce qu'il y a, c'est que la reconnaissance globale doit être évidemment équitable et unique. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas d'une prime, tu vois, une prime qui peut tout à fait être un moyen de reconnaissance intéressant pour une équipe après un gros projet. Alors je parle de l'aspect financier, évidemment après on va décoller de ce sujet-là, mais donc ça c'est un moyen unique, voilà, chaque personne touche la même prime, voilà, on est dans une reconnaissance qui est globale, mais qui touche chacun. Moi, évidemment, je recommande des moments. Le moment de qualité, la gestion d'un moment de qualité, où on va donner de l'information et où on va donner, là aussi, un signal. Alors, t'as raison, qui peut effectivement être plus ou moins bien reçu selon les différences de personnalité, mais qui, au moins, permettra de partager l'information. Je trouve que la première des reconnaissances collectives, c'est de partager l'information, de prendre le temps. Donc, évidemment, sacraliser. Alors, toi, tu connais bien ça en agilité, parce que l'agile, lui, il fait ça tous les matins. Mais beaucoup de managers, finalement, doivent développer cet aspect de prendre le temps avec leur équipe, sacraliser 1 heure par semaine, 2 heures. Ça peut être aussi un déjeuner. Je vous invite à déjeuner pour vous remercier. On célèbre. Évidemment, la célébration, c'est un excellent moyen de reconnaissance collective. Après, il y a toute la question, tu sais, du team building, du séminaire. Certaines personnes s'y retrouvent beaucoup moins que d'autres. Moi, je trouve qu'il est évidemment très important d'avoir un moment annuel où on va pouvoir remercier les équipes avec quelque chose qui va sortir justement du cadre purement fonctionnel, purement technique, pour aller chercher aussi les individus, tu vois, sur tout ce qui est relationnel, festif, mettre un peu de côté, etc., les non-dits, les querelles, etc. Donc ça, c'est un autre moyen, effectivement. Après, pour répondre à ta question, moi, je voudrais pointer un sujet qui me paraît très important,
Avant de donner de la reconnaissance, ce qui est important, c'est aussi de lever les non-dits. Donc, dans tous ces moments de séminaire, tu sais, les gens arrivent, ils passent 48 heures, ils disent oui, bon bah c'était super, on a passé 48 heures, mais en fait les problèmes ils vont redevenir les mêmes après. Alors la première préconisation que je donnerais évidemment, c'est de faire, et je vais aller plus loin que ce que je te proposais au début de ma réponse, qui est de donner un moment hebdomadaire dans l'équipe pour échanger sur les sujets, la stratégie, où est-ce qu'on en est nos projets, c'est déjà de faire de la régulation. Donc en fait, réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on fait du one-to-one, on va se dire chacun ce qui fonctionne bien, chacun ce qui fonctionne mal, comment on peut le développer, mais on se dit les choses. Finalement, la vie dans l'équipe, c'est très exigeant, parce que s'il n'y a pas de vérité, on peut pas avancer, tu vois. Si on lève pas les non-dits, on peut pas avoir une vie saine d'équipe sans lever les non-dits. Et après, on peut le faire collectivement, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois que chacun s'est régulé, on a des moyens, collectivement, d'aller chercher une performance d'équipe qui soit justement basée sur cette reconnaissance collective. Je sais pas si je suis claire, mais tu vois, par exemple, donc, tu réunis tes 10 collaborateurs dans une pièce, tu peux tout à fait commencer par faire un moment où chacun va se parler en one-to-one, et ensuite faire un moment collectif, on dire voilà, on ouvre complètement l'échange, dire ok, est-ce que les choses ont bien été clarifiées entre vous? Qui a un problème à soulever? Qui voudrait s'exprimer sur voilà, tu vois, donc moi avant la reconnaissance collective, je mets toujours la régulation, la gestion de conflit, la levée des non-dits, parce que je trouve que c'est vraiment des sujets complètement interdépendants. Après, évidemment, une manière au-delà de ces moments, tu vois, qu'on crée en équipe et qui sont ultra importants pour faire vivre l'équipe sainement, et qui sont exigeants aussi, parce que dès qu'on perd le rythme, bah les personnes n'osent plus trop dire, tu vois, enfin, dans combien d'équipes on voit justement, tu sais, des processus qui se délitent un peu au fil du temps. Ah ouais, mais on prend plus le temps de faire la réunion parce qu'on a trop d'urgence. Donc tu vois, l'urgence c'est aussi un grand, souvent, l'urgence, la gestion de la charge sont des pièges un peu dans lesquels on peut tomber facilement avec le temps et qui peuvent du coup justement nous couper de ce moyen de donner des signes de reconnaissance à notre équipe. Donc ce que je dis aux managers, moi, c'est vraiment d'aller toujours maintenir, de se faire violence, même si c'est une demi-heure, une heure, de garder ce moment où on va pouvoir, encore une fois, passer par une levée des non-dits et ensuite donner de la reconnaissance à son équipe en partageant l'info, en donnant de la vision. Il n'y a pas de meilleure reconnaissance, à mon avis, pour une équipe, tu vois, que de dire, voilà, je vous implique, on co-construit la vision ensemble. Vous faites partie, vous êtes une pierre dans l'édifice, tu vois. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, je vous implique dans ma stratégie. Pour moi, c'est un moyen de reconnaissance qui est vraiment très fort. Au-delà, encore une fois, du financier, du team building, du séminaire, qui sont des moyens hyper importants, mais qui sont des moyens plus ponctuels. Tu vois, donc nourrir la reconnaissance collective, je pense que ça passe beaucoup par du rituel, du moment, du temps qu'on va prendre avec les personnes. Et donc, comme je te disais, collectivement. Donc ça Yes. passe évidemment, voilà, par une levée du non-dit au J'ai du quotidien. mal à t'arrêter, t'es vachement passionné Ouais, par le sujet, et je vais pas te couper, hein, mais en fait, pardon. tout ce que tu me dis, ça résonne en moi. Ça résonne en moi parce que, bah, nous, on est dans l'agilité, et justement, on a des rituels, comme tu disais, des rituels, où, par exemple, pour nous, hein, on est une équipe de dizaines de personnes. Toutes les 2 semaines, tous les vendredis après-midi, on a un créneau bloqué, même lieu, même horaire, où on a ce qu'on appelle la rétrospective. Et justement, c'est le moment d'équipe où on fait la rétrospective sur les 2 dernières semaines qui ont été passées. Donc on parle de ce qui a marché, on parle aussi de ce qui a pas marché, on parle aussi des frustrations de chacun, ce qui nous a bloqués, qui ont été nos freins, et on termine par voilà, où il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Quels sont les sujets où on va améliorer, parce qu'on va devoir choisir. On pourra pas tout faire, on va pas changer le monde du jour au lendemain. Voilà, on va prendre des actions sur des sujets sur lesquels on peut s'améliorer, qu'on pourra faire dans les prochains jours. Et voilà, c'est ça le but de la rétrospective dans l'équipe. Et ce que j'ai remarqué, justement, déjà, t'as bien fait de le dire, il faut ancrer un rituel pour qu'il soit régulier, et même quand tout va bien, hein, même quand tout va bien, faut garder ce rituel-là. Et moi, ce que j'ai remarqué dans les équipes que j'ai accompagnées, c'est que les 5 premiers rituels, ça se passe toujours bien, parce qu'on est en équipe, on donne la parole à chacun exprime son ressenti, et à partir du 6e, c'est comme dans le vestiaire dans une équipe de foot, ça commence à péter. Ça commence à péter parce que il y a des problèmes d'ego. Pas forcément d'ego, il peut y avoir des problèmes d'ego, il peut y avoir aussi des soucis. Avant, on faisait toujours ça, hein. Pourquoi on le fait plus, en fait? Et tu vois, quand les gens commencent à débattre, quels sont tes types, justement, pour animer, tu vois, des blocages? Bien sûr, c'est une excellente question. En fait, justement, en t'écoutant, je me rappelais ce genre de réunion qu'on a tous connu où ça tourne au pugilat.
Et le conseil, évidemment, c'est d'instaurer un processus. Et le processus, il doit être respectueux aussi de la personnalité de chacun. Parce que des personnes ne vont pas du tout oser s'exprimer. Et d'autres, au contraire, tu vois, vont avoir tendance à occuper l'espace. Donc le processus de séance va être hyper important pour garantir justement une équité de parole, etc. Donc moi, ce que je conseille, c'est de fixer des règles. C'est-à-dire que le manager peut tout à fait dire, OK, vous prenez chacun 10 minutes pour préparer ce que vous voulez dire. Ça, c'est très important. Parce que ça évite aux gens de répéter le même truc. Et si tu veux, ça nourrit vraiment l'échange avec de la réflexion. Donc chacun prend 10 minutes pour répondre aux deux questions suivantes. Qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je préconise? C'est un exemple, tu vois, ça peut s'adapter selon les équipes, la nature du travail, etc. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas écrire. Tout le monde est face à sa feuille, on peut pas se défausser si tu veux. Donc là, c'est un processus qui est intéressant parce que on implique tout le monde de fait, et on peut pas dire, ah bah non, j'ai pas envie d'écrire, enfin, à moins d'avoir vraiment un problème, et à ce moment-là, c'est pas grave. Je veux dire, tu parlais des moments aussi où ça, tu vois, ça frictionne. C'est pas malsain en soi. C'est-à-dire que c'est important aussi dans une équipe, parfois, que les choses sortent, que chacun crache un peu, tu vois, sa colère. Moi, je trouve ça, c'est pour ça, j'invite aussi à accueillir ces moments-là. Après, effectivement, faut pas que ça se répète. Il faut pas que ce soit l'objet principal de la réunion, parce que sinon, on n'en retirera rien. Mais faire sortir de la colère, très bien. Simplement, il faut essayer de donner un processus pour faire sortir cette colère si elle est là. Donc, préparer par écrit. Chacun prend le temps. Se mettre en cercle, tu vois, c'est important aussi, la salle, la manière, la posture, en fait, dont on se présente aux autres. Créer du collectif, ça passe aussi par le physique, ça passe par l'environnement, ok? Ensuite, c'est vraiment de dire, ok, chacun va avoir un temps de parole de 3 minutes. Alors, ça peut paraître vraiment très strict comme processus. Mais en fait, ça permet aux gens d'éviter de se couper la parole, déjà. Ensuite, faire à tour de rôle, un tour de table, où chacun a 3 minutes. Bah, ça crée quand même un cadre, justement, qui donne la parole à tout le monde, et avec, comme on dit, voix au chapitre, ça vient pas de nulle part, hein, tu sais, c'est une expression historique, et où vraiment, à l'époque, les moines, dans les monastères, chacun avait voix au chapitre, et donc chacun exprimait son point de vue. C'est exactement la même chose. Simplement, il faut des règles, parce que c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu vois, on est dans une époque où il y a beaucoup de participatifs, l'agilité et tout, et moi je trouve que c'est des choses qui sont super, mais il faut de la structure en fait. On ne peut pas manager une équipe sans structure. La parole c'est pareil, le relationnel c'est pareil, il faut de la structure. Donc le type que je donnerais principalement c'est ça, tu vois, c'est d'instaurer un processus de séance qui fait que oui, on va pouvoir s'exprimer en profondeur avec une réflexion nourrie au préalable, mais simplement on a des règles, des limites à ne pas dépasser. On se coupe pas la parole, chacun dispose de 3 minutes, et évidemment, si on voit qu'il y a une explosion, quelque chose qui se passe, tu vois, de manière un peu plus forte, là, on prend le temps. On demande au groupe, est-ce que ça vous gêne pas si on prend le temps? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux qu'on en parle tous les deux? Tu vois, donc, finalement, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi former les managers, presque à une posture de manager coach. Tu vois, c'est-à-dire que le coach, c'est pas quelqu'un qui a de réponse. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Mais c'est quelqu'un qui sait gérer un processus pour écouter, pour donner une place à l'émotion, à ce qui se passe, en fait, et ce qui peut bloquer. Au-delà du contenu, parce que tu verras qu'une personne qui a réussi à cracher sa colère en réunion avec un processus bien encadré, en fait, elle se sentira généralement beaucoup mieux une fois qu'elle aura terminé. Tu vois, rien que le fait d'avoir exprimé les choses aura, voilà, soigné une partie du problème. J'ai une image sur ça. Hein. Ouais, J'ai une ouais, image sur ce que vas-y. tu dis. Hein. Pour que ça parle aux gens, je dis toujours l'exemple du football. Et j'imagine, tu vois, Kylian et Mbappé en finale de la Coupe du Monde de football, ils sont menés, je crois, 2-0 contre l'Argentine à la mi-temps. On va dire les choses étaient nulles à chier. Je pense que lui, il a dû sonner la révolte dans le vestiaire, dans tout le monde. Et je pense qu'il a dû faire ça en fait. Et je pense que ça a été cadré. On saura jamais, hein. Mais je pense, comme tu dis, ça a été cadré dans le process et dans la façon de dire. Parce qu'après, ils ont rattrapé le score. Oui, ils ont perdu, mais à un moment donné, la deuxième mi-temps, la phase de l'équipe, elle a changé. Elle a changé. Et lui, il a mis la révolte, mais les autres, ils ont suivi. Donc, ouais, je pense que t'as raison. Il faut donner ces instants. Bien sûr, il faut cadrer, mais il faut donner ces instants où les gens puissent exprimer un peu leurs émotions, comme tu dis, Bien sûr. pour que ça avance. Parce que le but, c'est de pas d'avoir une équipe bisounours. Hein. On est les meilleurs, tout va bien. Non, le but aussi d'une équipe, c'est justement comment on adresse les problèmes et les frustrations et comment on les résout ensemble. C'est l'image que tu m'as donnée quand tu m'as dit il crache le vin dans l'équipe, mais il faut que ça sorte et c'est bénéfique pour l'équipe. Bien sûr, bien sûr. Si ça sort, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est comme tu dis exactement. En fait, c'est vrai qu'on a peur des émotions. L'émotion d'entreprise fait peur. Et moi, je me rappelle de réunions d'équipe à l'époque où j'étais manager où
Et même avant ça, où j'étais chef de projet, où parfois, ouais, les choses pouvaient, se cristalliser assez fortement. Et entre les personnes. Et donc, il faut pas l'ignorer, mais il faut aussi le laisser sortir, quoi. Tu vois, c'est un mi-chemin, un équilibre à trouver. Après, quand les choses se répètent tout le temps, par contre, c'est il y a un sujet structurel. Voilà. Qu'il faut travailler, il y a un nœud quelque part, et ça, c'est vachement important de l'analyser. Alors, dans une équipe, on n'a pas tous que des Kylian Mbappé, malheureusement. Il y a aussi des joueurs, je dirais pas un peu moins talentueux. Je vais prendre l'exemple d'un joueur qui est un peu plus, d'une personne de l'équipe qui est un peu plus introvertie, un peu plus timide. Je sais, hein, je sais que c'est dur de prendre la parole devant tout le monde si l'équipe est grosse. Quel type tu peux donner à ces personnes pour justement exprimer soit leur reconnaissance, soit leur frustration devant le groupe? Bien sûr. Mais justement, c'est d'utiliser les moyens qui leur conviennent, tu vois. Préparer par écrit, par exemple, c'est un excellent moyen. Voir d'abord son manager en one-to-one, si on préfère le faire en one-to-one parce qu'on est plus à l'aise pour le faire. Et voilà. Mais après, effectivement, il y aura toujours un moment quand même où moi je pense qu'une vie saine d'équipe, c'est aussi un moment où chacun va être capable de passer un peu outre, enfin dépasser, on va dire, ce qui est lié à sa propre personnalité. Dépasser un peu justement, tu vois, ce blocage. C'est vrai que les personnalités introverties, les personnes qui ont du mal à s'ouvrir justement sur des problématiques, hein, parce que les problèmes ça fait peur en fait. Et donc on n'aime pas avoir peur dans les êtres humains, parce qu'on se sent pas en sécurité. Donc c'est le reptilien, tu vois, c'est le cerveau reptilien qui reprend un peu le dessus. Donc oui, les personnes introverties, vraiment, moi je conseille toujours d'utiliser le moyen qui correspond le mieux. C'est pour ça que je te parlais de ce processus où on prend d'abord le temps d'écrire, parce que du coup ça va vraiment coller à chaque personnalité. Et donc effectivement, privilégier les échanges en one-to-one, c'est pas mal parce que ça met la personne plus à l'aise et petit à petit, on va aussi créer une place pour chacun dans l'équipe. Avant tout, en ayant une relation de manager à manager qui sera quand même individualisée, tu vois. Donc il faut connaître chaque personne et à la fois il faut créer le moment. Donc, c'est vrai que cette double exigence, en fait, dans le management, c'est pas simple. Mais voilà. Pour revenir à ta question, je trouve que moi, ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est que on a tendance, les personnes extraverties ont toujours tendance à enfin, c'est une généralité, donc il faut bannir les généralités, hein, mais il y a des personnes qui parlent plus que d'autres, tu vois. Donc parler, c'est vrai que ça prend de l'espace. Le meilleur moyen de laisser une personne introvertie s'exprimer, c'est aussi de se taire, tu vois, tout simplement. Il faut savoir se taire. Donc je retournerai finalement le truc, dire que oui, la personne introvertie, il y a un moment où il faut se faire violence, on n'a pas le choix, tu vois, il faut y aller, il faut... Donc à nous, managers, de créer le processus positif pour ça, mais en face, il faut aussi que qu'on laisse la place aux autres en fait, tu vois. On a tendance, on est dans une société aussi où tu vois, avec les réseaux sociaux, les interfaces, etc. Il faut parler. Il faut parler sinon t'existes pas. En tout cas, il faut communiquer, il faut se connecter. Donc typiquement, une réunion d'équipe, une personne qui aime pas ouvrir la bouche, si le processus n'est pas sain, elle ne va pas ouvrir la bouche. Donc il faut vraiment un processus qui va donner la parole à chacun. Et donc, encore une fois, laisser parler les gens. Laisser parler les gens, faire silence. Moi, en coaching individuel, quand je suis face à des personnes introverties, je me tais énormément. Et ça vient. Quand on se tait, les gens, ils viennent, tu vois, ils sortent un peu plus de leur cocon. Donc, le silence, il faut laisser du silence. Encore une fois, un processus aussi qui soit sain et qui va permettre à chaque personne de s'exprimer. Après, moi, je conseille évidemment aux personnes introverties, si tu veux, de manière plus individuelle, on va dire, d'aller comprendre ce qui peut les empêcher parfois de s'exprimer. Comprendre où est le frein, comprendre quel est le blocage. Est-ce que c'est parce que je me sens pas en confiance dans l'équipe? Est-ce que c'est parce que je me sens pas à l'aise dans mon poste? Est-ce que c'est parce que je me sens pas crédible? Enfin, tu vois, il peut y avoir des blocages de plein de natures différentes. Et donc la personne, effectivement, il va falloir quand même qu'elle travaille un peu sur elle, je pense, pour développer, en tout cas quand elle est en situation de devoir s'exprimer sur un projet. Un cadre, c'est quand même potentiellement, si on parle des cadres, par exemple, qui sont en responsabilité sur des projets, c'est une personne qui doit communiquer sur son travail. Voilà. Donc la crédibilité, au-delà de la technique, va passer par de l'ouverture aux autres. Et c'est vrai que quand on regarde les stats de développement des équipes, tu sais, une équipe performante, pour revenir à une de tes questions initiales, une équipe performante, c'est une équipe quand même qui communique, qui s'ouvre déjà à l'intérieur de l'équipe, mais aussi fonctionnellement aux autres équipes, tu vois, donc qui est capable de sortir d'une logique binaire, il y a notre équipe, il y a l'autre équipe, il y a moi, il y a l'autre, mais qui dépasse cette logique binaire justement pour être dans une bonne dépendance en fait de gagnant-gagnant, tu vois. Et ça, c'est exigeant, parce que ça passe par de l'échange, de l'ouverture, et encore une fois, on est des êtres de relation, donc si on verbalise pas, on peut pas comprendre. Moi, j'ai toujours à mes coachés, ce que vous ne dites pas, les gens ne peuvent pas le deviner. C'est la base de l'humanité, quoi. On ne devine pas ce que les gens ne nous disent pas.
On peut se faire des idées, mais ça va relever de film, tu vois. Donc les relations interpersonnelles sont quand même un grand challenge Ouais, pour non, les personnes introverties, c'est sûr, la communication, c'est la base de tout, hein. bien sûr. Ok. Bérangère, l'heure tourne. Oui. Est-ce que tu as encore un mot à rajouter sur la reconnaissance? Comment l'exprimer? Chose que tu as oublié ou... Oui, j'ai un mot à rajouter peut-être d'un plus justement. En 2 minutes, je te challenge. Oui, très rapidement, t'inquiète pas. Je pense que j'ai pas de conseils finalement à donner aux managers, personne n'a de leçons à donner, mais il faut aimer ses équipes. Voilà. Et ça veut pas dire justement de sortir de la limite du management, mais il faut aimer ça, avoir envie, aimer, et, y mettre du cœur en fait. Voilà, mettre du cœur à l'ouvrage. Et la plus belle reconnaissance, je trouve, c'est de parler avec son cœur en fait, à son équipe. Ça prête à un autre sujet, ça. Tiens, je le note. Allez, Bérangère, on va clôturer ce podcast. J'ai l'habitude de poser des petites questions sur l'humain, hein, un peu perso. Tu n'es pas obligé de répondre si c'est dur. Généralement, je ne croise jamais les gens. Bérangère, je posais la même question que j'ai posée à Anis au dernier podcast. Si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais en plus? C'est une bonne question. J'hésite entre dormir et ouais, je pense que je dormirais plus. Ok. Tu dormirais plus? Désolée, hein, c'est une réponse d'une jeune maman qui a 2 enfants et qui peut-être qui manque de sommeil. Voilà. Ouais, je pense que je rajouterais un temps de sommeil. Comment t'arrives à concilier justement ta vie de jeune maman et ta vie de coach? Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que quand on est coach, toute la journée, on est dans l'humain. On est forcément en mode éponge. Et ça travaille l'esprit, ça travaille le cœur, ça travaille tout. Comment justement t'arrives à concilier ces deux mondes-là en fait? C'est une excellente question. Alors, en plus, moi, j'ai été diagnostiquée hypersensible et zèbre. Donc, je sais pas si ça te parle, mais c'est des notions. Est-ce que tu peux expliquer ces deux notions-là? Oui, en fait, on a alors des hypersensibles. 20% de la population est hypersensible, donc c'est vraiment quelque chose de plus fréquent qu'on ne le croit. Hein. C'est simplement qu'on a une réceptivité à l'environnement qui est très forte et une réceptivité aux informations, aux événements, enfin voilà, à l'environnement qui est assez forte, ouais, qui est même très forte, plus forte que la moyenne, on peut dire. Voilà. Donc je suis quelqu'un de très réceptif, effectivement. Donc tu parlais d'éponge, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. La zébéritude, ça concerne à peu près 2 à 3% de la population, ça dépend des statistiques. L'idée, c'est pas du tout de se mettre dans une case, mais de comprendre qu'on a un fonctionnement cognitif un peu différent, avec des connexions, voilà, cérébrales, en termes de neurones aussi, c'est voilà, il y a une petite différence. Ça veut pas dire qu'on est plus ou moins, ou mieux ou moins. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une différence cognitive. Voilà, qui fait que parfois ça va un peu plus vite et que parfois aussi on s'y perd un peu justement entre quand on est les deux, hypersensible et zèbre à la fois, ça faut gérer ça quoi. Donc moi, ma plus grande force là-dessus, évidemment, c'est ma formation de coach, c'est ma méthodologie. C'est le fait d'être supervisé, d'être suivi, et qui fait que j'ai beaucoup plus de garde-fous qu'avant pour gérer tout ça. Et donc, paradoxalement, eh ben, le soir, je ne pense pas aux problèmes de mes clients. Et je suis même très nourrie par le métier que je fais, tu vois. C'est-à-dire que il arrive effectivement parfois de gérer des cas où, bon, on ressort un peu chamboulé, mais j'ai chaque jour la preuve que d'avoir une méthodologie, une formation, des outils, des modèles, tu vois, théoriques auxquels je peux me référer, ça m'évite justement d'être dans le transfert. Donc ça, c'est un garde-fou qui est hyper important à avoir en tant que coach. Et mon métier me rend très heureuse. Donc c'est ce qui fait après, évidemment, que je vais être heureuse avec mes enfants à la maison. C'est la joie, hein. Moi, je dis toujours la boussole de la joie. Je suis très heureuse de faire ce que je fais. Ça m'apporte beaucoup d'énergie, en fait. Donc, paradoxalement, oui, t'as raison. C'est vrai qu'on gère des problèmes humains, mais pour moi, c'est la bonne position. Je suis au bon endroit. Alors qu'à l'époque où j'étais ressources humaines, quand je t'ai recruté, Christophe, tu vois, j'étais peut-être dans un endroit où je me laissais plus justement dévorer par toutes ces émotions. Voilà. Donc il y a une question aussi de position, de positionnement. Et la position du coach, justement, c'est pas d'être dans le sauvetage, dans le transfert, c'est d'être, hop, un regard, un déclic, juste un intermédiaire, tu vois, entre la situation et la personne, et on va dire, ok, où est-ce que tu peux regarder différemment? Comment tu peux t'y prendre? Mais le contenu, ce que la personne apporte en séance, je le regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est un matériau, mais voilà, ce qui compte, c'est le processus, tu vois. Tu viens de dire un truc super intéressant que les auditeurs ne savent pas. C'est qu'avant, tu étais dans les ressources humaines. Comment on passe des ressources humaines à coach? Alors moi, j'ai occupé des métiers très différents avant de devenir coach. D'abord, j'ai été effectivement responsable RH. C'est un métier que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup notamment recruter, échanger. Déjà, j'aimais accompagner. C'est mon fil rouge.
Après, j'ai fait de la gestion de projet, des projets plus financiers, informatiques, etc. Donc, on va faire des projets transverses pendant plus de 5 ans. Ensuite, j'ai fait de l'amélioration continue. Et après, je m'occupais des sujets de diversité et handicap. Donc, des sujets qui ont beaucoup de sens, qui se rapprochent un peu des RH, mais qui ont un sens, là aussi, la diversité, responsabilité sociale, tu vois. Pour moi, ça dépasse un peu le cadre strict des ressources humaines. Et à la fois, ça s'imbrique dans plein de domaines. Comment je suis passée à mon métier de coach? Ben, assez facilement, parce que ça faisait des années que je pensais à me consacrer à l'accompagnement. Et encore une fois, parce que c'est une passion. C'est une passion qu'il faut, là aussi, il faut créer de la limite, avec de la méthodologie, avec des garde-fous, avec toujours plus de formation, de compétences, voilà, à développer. Un coach, c'est quelqu'un qui se forme en permanence. Et donc, j'y suis passée assez facilement parce que c'était le fruit d'une réflexion longue, on va dire, et que aussi j'ai eu des échecs, en fait, dans ma vie. C'est hyper important d'avoir des échecs, d'avoir connu des échecs. Enfin, tout dépend ce qu'on met derrière le mot échec. C'est pas des échecs, mais j'ai eu des situations difficiles à gérer où j'ai pris conscience, du coup, de ce que je voulais vraiment faire, de ce qui me faisait vibrer, tu vois. Les échecs ont été très importants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient des problèmes de santé, des problèmes affectifs, etc. Je trouve que toutes les situations dites problématiques nous ramènent à notre essence et donc sont hyper enrichissants au final. D'accord. J'aimerais me poser une question, comme maintenant t'es coach. Est-ce qu'il t'arrive qu'il y ait des conseils qu'on donne souvent, dans lesquels t'es pas d'accord, en fait? Bah déjà, j'ai un problème avec le mot conseil, même si finalement c'est ce que je viens de faire pendant tout ce podcast. Tu vois, en tant que coach, moi je donne pas des conseils, justement, je m'en défends, même si ça m'arrive de donner de la prescription, tu vois, au sens professionnel du terme. Oui, il y a peut-être, je trouve qu'aujourd'hui, enfin le conseil qu'on donne aux managers, tu sais, d'être un peu un super-héros parfois m'énerve. J'ai l'impression qu'on attend énormément des managers. On attend, enfin, il y a cette injonction que j'ai beaucoup retrouvée d'ailleurs un peu dans les ressources humaines et qui me mettait mal à l'aise avec ce métier à l'époque. Ouais, le manager, on en attend beaucoup, ça doit être un super-héros, quoi. Il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit ça. Et c'est un peu ce que je viens de dire, tu vois, en disant qu'il faut de la reconnaissance, mais il faut faire chaque personnalité. Et à la fois, il faut du collectif. Et waouh, oh, comment on se gère là-dedans. Ouais. Donc, finalement, je terminerai en disant que faut aussi faire attention à tous les conseils qu'on donne. Et il faut s'autoriser de la fragilité, de la limite, quoi. Voilà. On peut pas passer à côté du fait de bien connaître les personnalités de son équipe, de les reconnaître. Ça, par contre, c'est vrai, c'est un sujet essentiel. Mais on n'est pas parfait, quoi. On n'est pas des dieux, on est donc ouais, le conseil développez-vous toujours plus. C'est peut-être le conseil qui me met le plus mal à l'aise. Finalement, on est un peu dans un monde, tu vois, où il y a toujours plus, toujours plus. Waouh, mais on épuise les gens avec ça, quoi. On déshumanise. L'humain est fragile, l'humain est limité. Donc de la reconnaissance, oui. Comprendre les personnes de son équipe, oui. Mais justement, c'est aussi comprendre les fragilités de chacun. Et donc une équipe, un manager, des salariés, c'est fragile, c'est pas parfait. Et je crois qu'il faut accepter, justement, toutes ces fragilités, quoi. Et j'allais dire, plus on accepte la fragilité, à mon avis, plus on est performant. C'est même ce que j'ai constaté à plusieurs reprises. Eh bien, je trouve que c'était magnifique comme conclusion pour ce podcast. Bérangère. Pour être honnête avec toi, quand je t'ai vu lancer au début du podcast, hein, moi je suis transparent, hein, je t'ai vu partir, j'ai fait « Aïe, je n'arrive pas à l'arrêter. » Je n'arrive pas à l'arrêter. Et puis au final, en fait, t'as tout résumé dans ta conclusion et ouais, la fragilité est vulnérable. Je pense, voilà. On est toujours dans le souci de la performance, toujours faire plus, toujours avec la cape. Mais moi, hein, j'ai toujours tendance à vouloir sauver les gens, mais en fait, faut juste dire à un moment donné, là c'est chaud, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Voilà. Donc merci Bérangère pour cette belle conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bérangère, si on veut te contacter, si on veut travailler avec toi? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn et j'ai un site internet qui est à mon nom, Bérangère Lefort Coaching. Voilà. Et j'étais ravie, Christophe, merci pour ta confiance. Eh ben écoute, on va se retrouver bientôt hein, sur d'autres sujets. Le sujet est vaste. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Bérangère. À bientôt. Merci à toi, Christophe. À bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.